Quelles sont les différentes assurances de personnes? On peut distinguer 3 catégories d'assurances de personnes. L'assurance santé et prévoyance, l'assurance vie individuelle et les assurances collectives. Avant de les étudier successivement, nous allons d'abord présenter les assurances de personnes à titre d'introduction. Dans un premier temps, nous étudierons la protection sociale des Français avant d'aborder les assurances de personnes et leurs caractéristiques. Quels sont les différents régimes de protection sociale en France? Il existe 3 types de protection sociale en France. Le régime général des salariés et des non-salariés, le régime agricole et les régimes spéciaux. Nous verrons également la couverture maladie universelle ou CMU. De quelle protection sociale les salariés bénéficient-ils? La majeure partie de la population active française relève du régime général des salariés. Ce régime s'applique à tous les salariés, mais aussi à d'autres types de travailleurs tels que les VRP, vendeurs, représentants et placiers, ainsi que les travailleurs à domicile. Ce régime comprend une assurance maladie, invalidité, décès, une assurance accident du travail, une assurance maternité et une assurance vieillesse. Commençons par les prestations de l'assurance maladie, invalidité, décès. L'assurance maladie joue en cas de maladie, mais également en cas d'accident non professionnel. Elle peut ouvrir droit à des prestations en espèces, mais aussi à des prestations en nature. Quelles sont les prestations en espèces de l'assurance maladie? Il s'agit des indemnités journalières que l'on verse aux salariés en arrêt de travail. Mais le salarié ne perçoit ces indemnités qu'à partir du 4e jour d'arrêt en raison d'un délai de carence de 3 jours. Quand cette indemnité journalière est-elle versée? Le versement de l'indemnité s'opère chaque jour, le samedi, dimanche et les jours fériés inclus. Comment l'indemnité est-elle calculée? Elle s'élève à 50% du salaire dans la limite d'un plafond de référence fixé à 1,8 fois le SMIC mensuel. Quel est le salaire à prendre en compte pour ce calcul? Il s'agit du salaire moyen des 3 mois précédant l'arrêt de travail. Prenons un exemple, celui d'un salarié en arrêt de travail pour maladie pendant 15 jours. Son salaire des 3 mois précédant l'arrêt s'élevait à 1 700 €, 1 850 € et 1 850 €. Calculons d'abord le salaire journalier moyen. Il s'agit simplement d'additionner les salaires des 3 derniers mois, 1 700 plus 1 850 plus 1 850, ce qui nous donne 5 400 €, et de diviser par 90 jours, on obtient 60 €. Tout simplement parce que le résultat de 1 700 plus 1 850 plus 1 850 divisé par 90, c'est égal à 60. La sécurité sociale va donc rembourser 60 € divisé par 2, soit 50% du salaire, c'est égal à 30 €, auquel on multiplie le nombre de jours d'arrêt, 15 jours, moins les 3 jours de carence, on est donc sur une indemnisation qui va durer 12 jours. Ce qui nous fait une indemnité de 360 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'on reprend nos 60 € divisé par 2, ce résultat on le multiplie par 15 moins 3 jours de carence, on obtient 360 €. La loi de mensualisation de 1978 prévoit le versement chaque mois d'une rémunération fixée sans tenir compte du nombre de jours que comprend le mois. D'ailleurs, la majorité des salariés perçoivent leur salaire mensuellement ainsi que les avantages qui y sont attachés. Tous ces droits forment un minimum légal qui bénéficie aux salariés. Il existe également des conventions collectives qui offrent plus d'avantages. La loi accorde aux salariés un droit au maintien du salaire dans 2 situations, en cas d'accident du travail ou maladie. À qui profite la mensualisation? Elle profite à l'ensemble des salariés exerçant des activités commerciales, libérales, agricoles ou industrielles. Mais 4 types de travailleurs n'en bénéficient pas. Il s'agit des travailleurs saisonniers, temporaires, intermittents ou encore des travailleurs à domicile. Quelles sont les prestations en nature de l'assurance maladie? Le salarié relevant du régime général, que l'on appelle l'assujetti social, doit d'abord avancer les frais avant d'en obtenir le remboursement par la sécurité sociale d'après un tarif de convention. Mais le ticket modérateur reste en principe à la charge du salarié. Son montant varie généralement entre 30 et 35%. Cependant, les longues maladies qui ont un coût important seront intégralement remboursées à l'assujetti. On observe aussi que de plus en plus de médicaments de confort sont soumis à un ticket modérateur de 65%.
La loi prévoit une participation forfaitaire d'un montant de 1 euro. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Cette participation est exigée pour l'ensemble des actes médicaux comprenant ceux réalisés en service d'urgence, ainsi que les examens effectués en laboratoire. Néanmoins, si un même professionnel réalise plusieurs actes médicaux ou consultations le même jour pour un même bénéficiaire, alors il ne supportera qu'une seule participation forfaitaire. De même, si un acte de prélèvement est réalisé pour un acte de biologie, la participation forfaitaire ne sera exigée que pour l'acte de biologie. Toutefois, le nombre de participations forfaitaires est plafonné à 50 pour une année civile. Quant au montant du forfait hospitalier, c'est-à-dire la participation financière du patient aux frais résultant de son hospitalisation, il est fixé depuis 2018 à 20 € par jour d'hospitalisation en clinique ou en hôpital et à 15 € par jour d'hospitalisation en service psychiatrique. La loi a également mis en place le système du médecin traitant pour que les soins soient mieux pris en charge par l'assurance maladie. En quoi consiste ce système ? L'assuré social doit simplement indiquer le médecin traitant qu'il a choisi à sa caisse d'assurance maladie. Il peut s'agir d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste, salarié, libéral ou médecin hospitalier. Il s'agit d'un système de coordination entre le médecin traitant et les autres professionnels ou services qui participent aux soins de l'assuré. En effet, le patient consulte en premier lieu son médecin traitant qui va ensuite orienter son parcours de soins vers des spécialistes. Mais le patient n'est pas tenu de s'adresser au préalable à son médecin traitant lorsqu'il souhaite consulter un ophtalmologue, un dentiste, un neurologue, un psychiatre ou un gynécologue. Que se passe-t-il lorsqu'un patient ne respecte pas ce parcours coordonné ? Dans un tel cas, l'assuré social doit supporter une participation majorée aux frais d'assurance maladie. Cette participation s'appelle le ticket modérateur. Il supporte également des dépassements appliqués par le médecin consulté. Or, ces frais supplémentaires ne font l'objet d'aucun remboursement par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Les frais de soins des salariés font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie à hauteur d'un certain taux. Les tableaux récapitulant les différents taux de remboursement figurent sur le site internet de l'assurance maladie amelie.fr. Par exemple, les honoraires des praticiens, à savoir les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes, sont remboursés à l'assuré social à hauteur de 70%. Quant aux honoraires des auxiliaires médicaux, les infirmiers, les orthophonistes, les masseurs kinésithérapeutes, les podologues et les orthoptistes, ils sont pris en charge par l'assurance maladie à 60%. Après les prestations de l'assurance maladie, abordons l'assurance invalidité. Quels sont les droits de l'assuré en cas d'invalidité ? Il faut d'abord se demander dans quel cas une personne peut être considérée invalide. Une personne peut être reconnue invalide lorsque sa capacité de gain ou de travail a diminué d'au moins 2/3 suite à une maladie ou à un accident non professionnel. Dans un tel cas, l'assujetti peut bénéficier d'une pension d'invalidité jusqu'à ses 60 ans. Le montant de la pension versée dépend de sa catégorie d'invalidité. Première catégorie, il s'agit d'un invalide dont la capacité de gain est réduite d'au moins 2/3, mais qui peut continuer à exercer une activité professionnelle. Il perçoit alors une pension d'invalidité s'élevant à 30% de son salaire annuel moyen, fondée sur ses 10 meilleures années de salaire. Deuxième catégorie, cette catégorie vise les invalides incapables d'exercer une quelconque activité professionnelle. Ils perçoivent alors une pension s'élevant à 50% de leur salaire moyen des 10 meilleures années. La troisième catégorie, elle concerne les invalides qui ne peuvent plus exercer de profession et qui ont besoin d'être assistés par une tierce personne dans les actes de la vie courante. Ils bénéficient quant à eux d'une pension s'élevant à 50% du salaire moyen des 10 meilleures années, ainsi que d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne.